Salut tout le monde, le vendredi sur No Life c'est n'importe qui et donc pour présenter ce 101%, ce sera moi. Voilà, donc moi je suis Florent Dorin, voilà, je me présente, bonjour. Plus connu sur le web, la toile, le net, sous le nom du Visiteur du Futur. Alors voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le Visiteur du Futur, et je sais qu'ils sont encore trop nombreux, c'est une web-série créée par François Descraques il y a à peu près 1 an, voilà, une web-série qui compte 22 épisodes et elle est à caractère, on va dire, de science-fiction, parodique, voire juste des petits sketchs débiles comme ça, enfin bref. Donc en fait, ah oui, si je me retrouve là à vous parler de tout ça, c'est précisément parce que No Life lance la série donc en diffusion sur sa chaîne à partir de ce soir. Et donc après ce 101%, vous aurez les 2 premiers épisodes à suivre jusqu'à ce que les 22 épisodes soient diffusés. Voilà, donc au nom de toute l'équipe du Visiteur du Futur, hein, je salue ma mère, mon grand-père et puis tout le monde. Hein, voilà, donc j'espère que ça vous plaira et que vous allez kiffer. Tout de suite, les news, mais avant les news, je vais vous faire le sommaire de l'émission. Hein, donc on va commencer par les news, et puis ensuite on aura la critique de Command & Conquer 4, très attendue par les fans, s'il en reste. Et puis ensuite, Cyril va nous faire son compiler sur notamment les bornes d'arcade, voilà, cette semaine. Et enfin, les sorties animées, voilà. Et donc tout de suite, les news. Supreme Commander 2, le jeu de stratégie développé par Gas Power Games et édité par Square Enix, sera disponible sur Xbox 360 au moment où vous verrez cette news. Disponible depuis début mars sur PC, ce STR, pour rappel, est l'œuvre du studio fondé par Chris Taylor, alias Monsieur Total Annihilation. Petit mot sur The Conduit 2, la suite du FPS exclusif à la Wii signé High Voltage Software. Resté à l'état de rumeur pendant de longues semaines, l'existence de ce second volet a été confirmée récemment. Toujours édité par Sega, celui-ci devrait proposer un multi plus fourni, des armes inédites et des boss toujours plus impressionnants. Reste maintenant à connaître le look du jeu et à savoir s'il sera compatible avec le Wii Motion Plus, même si l'inverse paraît peu probable. Cities of Heroes, le MMORPG de NCSoft et Paragon Studio, s'apprête à accueillir sa première extension depuis la sortie de City of Villains en 2005. Cities of Heroes Going Rogue se déroulera dans l'univers alternatif de Praetoria, visuellement retravaillé grâce au moteur Mode Ultra. Les décisions des joueurs auront également une influence sur leur alignement, tandis que ces derniers pourront profiter de nouvelles spécialisations, comme les doubles pistolets ou l'invocation de démons ici présentés. Toi, tu vas là et tu fais ça. Toi, tu vas là et après tu fais ça. Et toi, tu vas là et tu fais ça. C'est à moi. À moi. Je commande et je conquiers. Ouais, non, bon. Ok, voilà, en fait, voilà, là où je voulais en venir, c'est juste pour parler de Command & Conquer 4, le crépuscule du Tibernium. Voilà, on va trouver un nom plus chiadé. Donc c'est la critique de la semaine. Et ce jeu donc, qui a connu ses heures de gloire dans les années 90, notamment avec une belle sortie PlayStation. Là, écoutez, peut-être, moi j'ai lu des critiques sur Internet qui se faisaient un peu défoncer le jeu. Alors on va voir si No Life est de cet avis-là, ou pas, ou je ne sais pas. La preuve en image.
1995, fort de l'expérience acquise lors du développement de Dune 2, Westwood Studios lança une nouvelle saga de jeux de stratégie en temps réel, Command & Conquer. Celle-ci reprenait les bases du gameplay de Dune 2, tout en y apportant des améliorations qui devinrent des références pour un bon nombre de RTS. Cette licence compte aujourd'hui 9 jeux regroupés en 3 séries spin-off, Tiberium, Alerte Rouge et Generals. Mis à part Renegade, un FPS au succès mitigé malgré un très bon mode multijoueur, tous les jeux de la série reposent sur un gameplay absolument identique. Et si en 15 ans ce manque de grosses innovations a peu d'une fois été critiqué, force est de constater que les améliorations apportées depuis le premier Command & Conquer ont fini par déboucher sur un système de jeu nerveux, équilibré et jouissif, comme le prouve l'excellent Alerte Rouge 3, sorti fin 2008. Et voilà qu'arrive Command & Conquer 4, épisode ultime de la série Tiberium, conclusion d'une aventure épique commencée il y a 15 ans et avec lui une profonde refonte du gameplay. Mais ce changement était-il bien judicieux? On part pas avant d'avoir tout nettoyé. L'introduction de ce Command & Conquer prend place une vingtaine d'années après les événements du troisième volet. Le Tiberium, plante parasitaire et toxique venue de l'espace, recouvre maintenant presque toute la planète et les jours de l'humanité sans compter. Alors que le monde est en prise au désespoir, Kane, leader charismatique de la confrérie du Node, propose contre toute attente une alliance avec son ennemi juré, le GDI. Avec l'aide du Tacitus, un artefact extraterrestre, cette nouvelle force met en place un vaste plan s'appuyant sur la technologie alien afin de stopper l'expansion du Tiberium. Le jeu commence 15 ans après cette alliance, en 2077, et le plan de Kane entre dans sa phase finale. Si la coalition a tenu bon, des dissidences sont tout de même apparues au sein du Node et du GDI. Dans ce contexte, le joueur incarne un commandant qui, très vite, sera contraint de faire le choix de sa faction. Assister le colonel James, convaincu que Kane manipule les dirigeants du GDI à des fins terroristes, ou suivre Kane pour l'aider à achever le projet mis en place par l'Alliance. À vous de décider, commandant. Si comme à chaque fois la narration est véhiculée à l'aide de vidéos en prise de vue réelle, dans cet épisode, le joueur ne se contente pas d'être une présence éphémère recevant des ordres, pour se retrouver immergé dans l'action via une vue subjective du personnage qu'il incarne. Debout, on y va. Non, il est encore trop faible. Jusqu'à présent, le gameplay d'un Command & Conquer pouvait se résumer grossièrement de la sorte. Construire une base, récolter du Tiberium, développer des technologies avancées, mettre en place une grosse armée bien puissante et atomiser la base ennemie en visant en priorité le chantier de construction pour empêcher tout rétablissement. Eh bien dans ce dernier épisode, on ne retrouve rien de tout ça. La partie débute par le choix entre 3 stratégies, attaque, défense ou soutien. La classe attaque permet la construction de différents tanks et offre donc la meilleure puissance de feu. La classe défense n'autorise que la constitution d'infanterie, mais permet la construction de tourelles de protection. Et enfin, la classe soutien donne accès aux unités aériennes, ainsi qu'à plusieurs pouvoirs comme la réparation de zones ou les champs de mines. Ce choix amène à l'apparition d'un crawler, une sorte de base mobile qui, une fois déployée, permet la création des troupes. Déploiement terminé, commandant. Bien que celles-ci ne coûtent pas de ressources, leur nombre est vite limité à une douzaine par les points de commandement et ici, impossible de bâtir des fermes pour en augmenter la quantité. Le combat s'appuyant sur le système du pierre-papier-ciseaux poussé à l'extrême, il faut donc bien choisir les unités de son armée pour pouvoir faire face à chaque situation. Heureusement, il est possible à tout moment de supprimer ces unités et les temps de construction étant rapides, on peut facilement passer d'une armée majoritairement anti-soldats par exemple, à une armée anti-blindage lourd. D'ailleurs, si on a choisi la classe défense, mais que l'évolution de la bataille nécessite un changement de stratégie, on peut même carrément supprimer son crawler pour l'échanger contre un nouveau d'une classe différente. Pour aider sa petite armée, il est possible de capturer des structures présentes sur la carte, comme des tourelles de défense ou des tours de liaison qui octroient une nouvelle zone de déploiement pour son crawler. À noter aussi l'apparition de caisses bleues qui améliorent l'armement d'un véhicule lorsque celui-ci roule dessus. Les échelles de technologie et amélioration sont toujours présentes, mais pour les activer, il suffit de dépenser des points d'optimisation que l'on gagne en ramassant des cristaux de Tiberium rouge. En revanche, ces technologies sont débloquées grâce à un système d'expérience identique à Modern Warfare. Une fausse bonne idée qui s'avère cohérente en mode campagne, mais complètement frustrante en multijoueur puisqu'elle déséquilibre d'entrée de jeu une partie. Dommage, surtout que le gameplay semble justement profilé pour le multi. Car s'il est possible de faire les missions de campagne en coop, la vraie nouveauté de ce Command & Conquer est le mode domination. Dans ce mode, se jouant jusqu'à 5 contre 5, il faut capturer et tenir des structures appelées nœuds de contrôle afin d'engranger des points. Et la première équipe atteignant les 2500 points remporte la partie.
notre crawler est attaqué. Avec ce Command & Conquer, on sent la volonté des développeurs de proposer quelque chose de différent. Mais n'est-ce pas justement trop différent? Il semble que ce nouveau système de jeu ait été développé en priorité pour le mode multijoueur domination, qui en soi est plutôt réussi. Mais même à l'heure du tout multijoueur, un Command & Conquer c'est avant tout un jeu centré sur une campagne solo, avec des missions aux objectifs riches et au scénario accrocheur. Et malheureusement, ce dernier épisode ne répond pas à ces attentes. La narration est mal maîtrisée et manque cruellement d'un point de vue plus global. Quant aux habituelles cutscenes intermissions, elles sont particulièrement pathétiques. Notamment à cause du personnage de la femme du commandant et d'une version française effroyable. T'imagines pas à quel point je peux être heureuse de t'avoir en face de moi. C'est inadmissible que sur une série de cette envergure, on se retrouve encore avec des problèmes de synchro labial aussi énormes. Qu'on nous donne au moins le choix d'une VOST. Ce jeune homme a sa- Graphiquement, le jeu n'a pas vraiment évolué depuis Alerte Rouge 3, mais reste tout de même assez joli, notamment grâce aux différents effets de tir des unités. Par contre, l'interface du jeu est vraiment moche et envahissante. Peut-être pour ce dernier épisode, aurait-il mieux fallu qu'EA se concentre sur ce qu'attendaient vraiment les joueurs, et garde ses innovations de gameplay pour une autre licence. Dommage. Pour vous, commandant. Cette semaine, dans Compiler, Cyril va nous parler des bonnes vieilles bornes d'arcade. Voilà, moi forcément je suis un peu nostalgique. Bon, je suis pas si vieux que ça, mais enfin quand même, quand j'étais petit, là, qu'on allait claquer toute notre fric à la tête dans les nuages ou encore à Saint-Jacques-de-la-Mer en vacances. Je revois la borne Street Fighter là, qu'on a squatté pendant 15 ans avec les cousins sans jamais finir le jeu. Et puis plus récemment, quand j'ai eu la chance d'aller traîner mes guêtres dans les rues de Shibuya, au Japon, voilà, à Tokyo, un quartier un peu branchouille comme ça, où il y a des hordes de nippons hystériques qui explosent tous les scores de Drummania là. Puis eux, forcément, ils ramassent. Hein? Et ça me vénère, Compiler. Les jeux d'arcade. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Bonjour Cyril, dis, tu peux m'aider? J'ai un problème au niveau du bus PCI. Eh bien ça tombe bien, j'ai envie de me faire une petite partie de Rainbow Island en arcade. Ah, tu vas douiller, hein, ça coûte cher un jeu en arcade. Et en plus, c'est gros et moche. Il n'y a que toi pour ne pas voir la beauté du PCB bien agencé. Ah, ses résistances, ses condensateurs, ses deep switch. À ce propos, je voulais te parler d'un bus. Dis-moi Compile, est-ce que tu sais ce que c'est que le JAMA au moins? Attends, je cherche sur le net. Ça veut dire Japan Amusement Machinery Manufacturers Association. En fait, c'est le format le plus courant des jeux qui fonctionnent sur tes cousines les bornes d'arcade. Attends, tu rigoles? Une borne d'arcade, c'est pas un ordinateur. C'est juste un gros périphérique. Oui, tu as raison. Contrairement aux consoles, quand on achète un jeu pour une borne d'arcade, on achète un ordinateur complet. Oui, c'est ce que t'appelles une PCB d'ailleurs. C'est un peu un abus de langage. PCB, ça veut dire Printed Circuit Board, c'est-à-dire une carte avec des circuits imprimés. Oh. Mais une PCB, ça peut être n'importe quoi. Un bout de serveur, un bout d'ordinateur, un bout de machine à laver, ou un jeu coté 400 € comme Rainbow Island. Mais pourquoi est-ce que c'est différent d'une cartouche de jeu? C'est simple. Une cartouche de jeu, c'est juste une ROM avec un programme dedans. Un jeu d'arcade, c'est une carte qui comporte la ROM, bien sûr, mais aussi un CPU, la RAM, et tout un assortiment de puces audio et vidéo destinées à faire fonctionner le jeu. Ah, mais c'est un ordinateur complet en fait, et qui sert juste pour faire marcher un jeu, puisque tout est soudé sur la carte. En gros, c'est comme si j'avais un seul programme en mémoire, et c'est tout. C'est nul, c'est du gâchis. C'est justement pour ça que c'est cher. Par contre, il y a un très gros avantage, c'est que toutes ces cartes ont un connecteur standard qui permet de brancher les manettes, des écrans, des haut-parleurs et une alimentation. Et basta. Ça fait quand même pas mal de choses à brancher. Et figure-toi qu'en fait, tout ça a été monté dans un seul meuble, qu'on appelle une borne d'arcade. C'est bien ce que je disais, c'est un gros périphérique. Mais quel rapport avec le JAMA? C'est le nom de la norme du connecteur qui a été mis en place en 86, parce que les exploitants en avaient marre de changer de meuble à chaque jeu. À partir du JAMA, n'importe quel jeu pouvait se brancher sur n'importe quelle borne. Y a rien de nouveau, hein, moi aussi je peux faire tourner plein de jeux différents. Oui, mais seulement s'ils ont été programmés pour toi. Tu te souviens qu'en arcade, le jeu est un ordinateur complet sur une seule carte. Et Ça veut dire que sur une borne d'arcade compatible JAMA, on peut aussi bien brancher un vieux Rainbow Island de 87 qu'un jeu Cave de 2010. oui, c'est juste que c'est compatible. Ouais, mais c'est pas rien. Essaye de brancher un PC sur un écran de 87, tu vas avoir des surprises. Et puis surtout, ce que tu n'as pas compris, c'est que l'évolution technologique des jeux sur console se faisait par paliers, tous les 5 ans environ à chaque nouvelle machine. Alors que là, l'évolution était constante. Comme la carte PCB contenait l'équivalent d'une console, elle était aussi constamment améliorée, en fonction du jeu et des avancées technologiques. Tu te rends compte? Mais tu te rends compte? Oui, je me rends compte que tu es un vieux gamer aigri. T'as pas quelque chose à sauvegarder là? Les données ont été traitées, sauvegarde en cours.
Merci Cyril. Alors dans les sorties animées cette semaine, quand Final Fantasy rencontre Dragon Ball, qu'est-ce que ça donne? Qui a dit Final Ball là? C'est complètement débile. Ça donne Fantasy Dragon. Blue Dragon. Ok. Voilà. Donc l'adaptation en animé du célèbre RPG du même nom sort en coffret. Voilà, donc c'est disponible dans toutes les bonnes DVD Tech. Mon épisode préféré, si je peux le permettre, reste quand même le numéro 35, qui s'appelle Brie Hippopotame. On est en pleine poésie. Aux premières heures de la Xbox 360, quand fut annoncé le jeu Blue Dragon, un vent d'enthousiasme s'empara de la communauté des gamers. Ce RPG est né, rappelons-le, d'une collaboration entre Sakaguchi Hironobu et Toriyama Akira, les papas respectifs de Final Fantasy et Dragon Ball. Ces deux célébrités avaient déjà produit ensemble le ô combien culte Chrono Trigger dans les années 90. Malheureusement, la déception fut au rendez-vous, le jeu Blue Dragon s'avérant en définitive assez moyen. Cela n'a pas empêché pour autant la mise en chantier puis la diffusion en 2007 au Japon de l'animé adaptant ce ludiciel. La série TV Blue Dragon compte l'épopée de Shu, archétype du jeune garçon fougueux, naïf et insouciant. Alors qu'il mène une vie des plus calmes, le destin de Shu et de son ami d'enfance Clook sera bouleversé le jour où les forces armées du maléfique Néné attaqueront leur petit village. Ils n'auront alors d'autre choix que de joindre la ténébreuse Zora et son jeune élève Jiro. Ces deux guerriers sont des détenteurs du pouvoir de l'ombre. Ils ont la capacité d'invoquer une créature gigantesque prête à se battre à leur côté. Évidemment, Shu découvrira bien assez tôt qu'il possède lui aussi une ombre au puissant pouvoir, répondant au nom de Blue Dragon. Ceux qui ont pu s'essayer aux jeux vidéo du studio Mistwalker auront sûrement remarqué que le scénario de l'animé diffère quelque peu de celui de l'œuvre originelle. L'histoire suit tout de même une trame classique de shonen d'heroic fantasy. Un jeune héros au potentiel énorme part en apprentissage et en chemin, il rencontre ses futurs compagnons et ses futurs ennemis jurés. Le second degré est de rigueur, la série Saint-Jean avec plus ou moins de réussite, un humour potache et absurde à la Toriyama Akira. L'adaptation de Blue Dragon a été confiée au studio Pierrot. Cette société d'animation est connue pour être actuellement aux commandes de la série TV de Bleach. Pour l'animé de Blue Dragon, le studio semble cependant avoir livré le minimum syndical. Certes, et comme c'est souvent le cas, le premier épisode de la série est plutôt impeccable. Par contre, la réalisation des suivants va osciller entre le juste correct et le très médiocre. On pourra noter cependant que le chara-design de Toriyama rend sensiblement mieux dans cet animé qu'en version 3D dans le jeu vidéo sur Xbox 360. Les doublages français ne sont pas non plus un point fort de ce titre. On reprochera notamment le choix pas toujours judicieux de certaines voix, comme celle de Chou par exemple, qui s'avère trop grave et molle en VF. Où est passée la gentille serveuse? Ce vieux grincheux l'a chassé. Une personne au moins a une bonne opinion de moi. Ouais, j'ai même pas pu lui plotter les nichons. C'est vraiment une idée fixe. Hé, j'avais bien le droit de faire ça, non? Elle a quand même essayé de me faire disparaître. Personne n'est jamais mort à cause d'un torchon sale. Alors dites-moi, comment vous a-t-elle exprimé sa reconnaissance? Avec différentes petites attentions. Malgré ses nombreux défauts, la série animée Blue Dragon fait preuve de suffisamment de punch et de fraîcheur pour divertir avec légèreté le spectateur. On appréciera également la bande originale signée Uematsu Nobuo, le légendaire compositeur des musiques de Final Fantasy. Mais de là à conseiller l'achat de ce premier coffret DVD, c'est un pas que nous ne franchirons peut-être pas. 何興奮してんのよ。週には関係ないでしょ。関係あるって。ナイトマスターに会えてトントン拍子に弟子入りでもってナイトマスター見習いなんてことになれば、世界中を旅して回れるんだ。よしみんな、たった今からそのナイトマスターを探しに行こうぜ。ちょっと待ちなさいよ。まったく世話の焼けるガキね。Mary Tinkle avait les yeux couleur gadouille,
Elle adorait dire Earl Grey. Aux yeux Et du grand aimerait bien public, qu'un les jour films il d'animation épouse sont un encore trop souvent associés à un public d'enfants. On était Pourtant, samedi en tant que après-midi. technique mise au service du récit, l'animation permet d'aborder des thèmes adultes ou basés sur des événements réels. C'est le cas de ce long métrage en stop motion intitulé Mary and Max et réalisé par Adam Elliott. Ce dernier est un auteur australien qui s'est lancé dans le cinéma d'animation image par image en 1996 avec Uncle, Cousin ou Brother. Ces courts-métrages présentaient le destin des membres de sa famille sous un angle décalé. Avec Mary and Max, le réalisateur se fonde encore une fois sur ses expériences personnelles. En l'occurrence ici, il s'agit des échanges qu'il a entretenus avec un de ses anciens correspondants new-yorkais. Mary Dinkle est une petite Australienne de 8 ans vivant dans la banlieue de Melbourne. Ses parents ne s'occupant pas beaucoup d'elle, elle décide de correspondre avec un inconnu de New York afin d'enrichir sa vision du monde. Coup du hasard, son correspondant sera Max Horowitz, un juif obèse atteint du syndrome d'Asperger, un trouble psychologique proche de l'autisme. D'anecdotes en révélation et sans jamais se voir, ils vont s'écrire pendant 20 ans et partageront leurs sentiments sur des sujets aussi variés que l'amitié, la taxidermie, le chocolat, les différences religieuses ou encore l'origine des bébés. De ma tache de vin. On s'est déjà moqué de toi? Les gens se moquent de moi. J'aimerais mieux vivre dans un endroit plus calme, comme la Lune. Bien que la vie de ces deux improbables héros ne soit pas vraiment rose, le réalisateur présente leur quotidien sous un aspect grinçant et toujours humoristique, le tout raconté presque entièrement en voix off. Trottoir sous croison. Utilisant une palette de couleurs très limitée, Adam Elliott met en valeur certains bouleversements de leur vie à travers de petites touches de couleurs et fait apparaître de la poésie là où on ne l'attend pas forcément. Tu es ma seule amie. Gaumont Vidéo nous propose le film en DVD et Blu-ray, dans un transfert numérique parfait. Si les voix en version originale sont celles d'acteurs américains connus comme Toni Collette ou Philip Seymour Hoffman, la version française reste d'excellente facture et retranscrit bien chacune des anecdotes évoquées lors de ce curieux échange Et épistolaire. après avoir passé 18 heures à regarder par la fenêtre, il prit enfin une décision. Chère Marie Daisy Dinkle, merci pour la lettre que j'ai ouverte et lue à 21h17, après mon cours aux hyperphages anonymes. J'essaye de maigrir parce que mon psychiatre, le docteur Bernard Haseloff, dit qu'un corps sain donne un esprit sain. Il dit que mon esprit n'est pas très sain. Dear Mr. M. Horowitz, my name is Mary Daisy Dinkle. Côté supplément, on trouve la bande-annonce, 2 interviews où le réalisateur revient sur sa manière de travailler, ainsi que des entretiens avec les comédiens en VO et en VF. Avec cette sortie, l'éditeur Gaumont nous propose une excellente édition de ce film d'animation un peu différent. Il s'agit d'un de ces titres qui ne plairont pas forcément aux fans d'action non-stop. Ceux qui voudront s'essayer à Mary and Max découvriront quant à eux une œuvre certes assez sombre, mais aussi sensible, touchante et surtout extrêmement originale. And my father likes playing in his shed with dead birds. Where do babies come from in America? Do they come from cola cans? In Australia, they are found in beer glasses. Here is a drawing of me. I can't draw ears proper, but I'm good at teeth. It would be great if you could write back and be my friend. Yours sincerely, Mary Daisy Dinkle. P.S. I hope you like the chocolate bar I'm also sending. It's called a cherry ripe. Goodbye, Leia. Don't forget to write. Et voilà, cette émission se termine. J'étais ravi de la partager avec vous. Un grand merci à toute l'équipe de No Life. Merci à Alex. Voilà. Donc encore une fois, au nom de toute l'équipe du Visiteur du Futur, je vous souhaite un bon visionnage. Je me permets de vous faire remarquer que si vous tapez Visiteur du Futur sur un moteur de recherche, vous ne tomberez pas sur des vidéos à caractère
zoophiles, parce que ça, bon, on les a enlevés. Mais voilà, vous aurez la saison complète. Donc c'est 22 épisodes si vous êtes trop impatient et n'êtes pas capable d'attendre jour après jour, patiemment, sur No Life. Voilà, à plus tard les gars. Ciao. Et ben voilà, c'était pas moi. Comme non promis. Ouais, c'est ça.